Jean-Pierre Batte est né en 1982, c'est-à-dire qu'en fait, cette conférence dans le cycle du rare à l'unique croise une autre idée que j'avais caressée à un moment, de monter un cycle conférence junior. Après tout, vous êtes encore un junior, pour peu de temps encore, mais encore un peu, un cycle de conférences junior, et croise aussi une autre idée, les questions touchant l'histoire contemporaine, puisqu'il s'agit tout de même de rappeler très régulièrement que, chargés d'exploiter les archives produites par les administrations, les chartistes sont parfaitement en mesure de produire de l'histoire contemporaine et même la plus contemporaine. Jean-Pierre Batte est sorti en 2006 de l'école des Chartes et la même année, il a remporté le concours de l'agrégation d'histoire. C'est-à-dire cette année-là était une année faste. Puis il a été allocataire moniteur à Paris 1, toujours cette même année 2006. Sa thèse s'intitulait, il a le sens du titre, Jean-Pierre Batte, Congo en 1, décolonisation et politique française au Congo-Brazzaville, 1958-1963. Par la suite, il a quitté la voie de l'enseignement à titre provisoire, je suppose et j'espère, pour rejoindre les archives nationales. Et l'an dernier, enfin très exactement en 2012, il a produit un énorme livre de poche qui est là, ou qui est là aussi, le syndrome Focard, la politique française en Afrique de 1959 à nos jours. Quand on sait que lorsqu'on commence par des livres de poche, c'est que nécessairement la suite va devoir être difficile, parce que si le premier livre rend célèbre, il faut que le second maintienne dans la célébrité. Ce qui va certainement se passer. En tout cas, c'est pourquoi nous vous aidons à cela, en vous proposant ce soir, et vous avez accepté, merci, cette conférence sur les diamants de Bokassa. À vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Mesdames, messieurs, c'est naturellement en passant une certaine émotion que je me retrouve à cette place, puisque je n'ai trop fréquenté que l'autre côté du bureau en ces lieux. Lorsque monsieur Legnaud m'a proposé de participer à cette conférence du rare à l'unique, le titre m'est apparu assez rapidement. Les diamants de Bokassa sont éternels. J'ai été aidé par la sortie de Skyfall, qui a permis de raviver tout cela, mais aussi et surtout par le fait que, au fond, à chaque fois que j'évoquais, dans une ambiance cocktail ou quelque chose de très bref, les questions africaines revenaient très vite, et la France-Afrique, et les diamants de Bokassa, comme si on arrivait à réduire toute la pensée autour de ce sujet à 2-3 affaires, et surtout à 2-3 scandales. Alors, le paradoxe, c'est que les diamants en Afrique, ce n'est ni rare ni unique. Les diamants en cadeau officiel ou dans les poches de président, ce n'est ni rare ni unique. Mais en regardant le film d'Edward Zwick, Blood Diamonds, qui est sorti en 2006, j'ai commencé à y voir une autre dimension qui les rendait beaucoup plus uniques, c'est que les diamants se coloraient cette fois d'une teinte de géopolitique, ce qui est donné à beaucoup de métaux, mais spécifiquement aux diamants et à l'or, dont les particularités physiques sont extrêmement célèbres. Alors, au fond, qu'est-ce qui est rare dans cette affaire? C'est que, à partir de 1979-81, dans cette affaire des diamants de Bokassa, eh bien, on va associer dans l'imaginaire collectif l'idée d'un scandale politique à la patte de Valéry Giscard d'Estaing, comme si l'Afrique, pourtant décolonisée, revenait en refoulée de la politique française et allait écouter l'élection du président. C'est unique enfin parce que ces diamants vont être les 1000 reflets médiatiques de ce qu'on appelle la France-Afrique. Et toute cette histoire, enfin, trouverait dans le sacre du 4, ou plutôt le couronnement du 4 septembre 1977 à Bangui, le couronnement de Bokassa, son plus méchant symptôme et son plus grand dérapage. Il a été évoqué la semaine dernière la question d'un chat d'une aiguille pour essayer d'amener la pensée de ce séminaire, de faire un fil rouge d'une conférence à l'autre. Et autant l'arrobase de Mark Smith s'y prêtait physiquement, esthétiquement et intellectuellement, autant j'étais très vite inquiété dès lors qu'on m'a parlé d'un chat,
parce que je me suis dit qu'il faudrait qu'à l'aller, je réussisse à faire passer 2 ou 3 transals de parachutistes français, au retour Bokassa, et que, ma foi, s'ils étaient assez aimables pour passer dans ce sens, il faudrait réussir à ce que vous acceptiez de me suivre. Donc je vous propose de décliner cette intervention autour de cette affaire en tant que symptôme un petit peu des relations franco-africaines et de réfléchir à plus grande échelle à cette affaire plutôt des diamants en tant que relation entre une puissance post-coloniale et ses anciennes colonies. Alors commençons par l'affaire des diamants, si vous voulez, qui sera le premier point du dossier. En 79-81. L'iconographie qui a été retenue ici, peut-être qu'on pourrait éteindre pour gagner un tout petit peu en lumière, superbe. L'iconographie qui a été retenue, en fait, fait Flores, pour une raison très simple, c'est que les deux silhouettes, alors naturellement les physiques des deux présidents s'y prêtent, l'un petit et l'autre assez grand devant se pencher, vont devenir une forme d'image d'Épinal, où les mains se serrent, où on sait très bien que derrière, l'abus du terme cousin va marquer la parentèle qui va essayer de se développer entre les deux hommes parce que tous deux sont des tarvenus de la scène de la décolonisation. Ils ne sont pas aux affaires en 1960 et ne bénéficient pas de l'aura du général de Gaulle. Et cette image va naturellement se retrouver à toutes les unes de journaux pour dire « Regardez, ils sont très proches ». On a donc une première identité visuelle qui va être faite, renforcée très souvent par le baiser d'accueil qui a été donné à l'aéroport de Bangui en 1975. L'affaire, elle, débute le 10 octobre 1979 lorsque le Canard enchaîné publie un facsimilé d'une commande de Bokassa passée en 1973 auprès du comptoir national des diamants pour une plaquette de diamants de 30 carats à destination de Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances du gouvernement Messmer sous la présidence Pompidou. À cette date, VGE est déjà un personnage largement installé puisqu'il est ministre des Finances depuis les gouvernements Pompidou. Il développe donc à ce titre un certain poids dans les institutions françaises et apparaissait comme une des personnes avec lesquelles il est bon d'entretenir des relations. À cela, il faut ajouter que la famille Giscard d'Estaing a toujours développé des liens, notamment avec la Centrafrique, mais plus généralement avec le monde colonial, depuis la génération d'Edmond, le père. Et très rapidement, on voit comment le scandale se noue. Après la publication du Canard, Le Monde et Le Point s'emballent. Et très rapidement, le débat se porte sur la valeur et la moralité du cadeau diplomatique, même plus sur son essence. Parce que on accuse Giscard très rapidement de concussion, c'est-à-dire de recevoir des mains de l'empereur sanguinaire, tel que le terme commence à se développer à partir de 1979, des cadeaux issus entre guillemets du sang du peuple. Valéry Giscard d'Estaing, dans un premier temps, confronté à ce nouvel espace médiatique du président, eh bien, va nier. C'est sa célèbre phrase, je ne me hasarderai pas à l'imiter, certaines personnes savent mieux le faire que moi dans cette pièce. Les choses basses meurent de leur poison. Manière de balayer d'un revers de la main le sujet. Et en 81, en revanche, puisqu'il se fait talonner par François Mitterrand, il sent que cette affaire médiatique le rattrape et il revient sur ce déni et parle de grosses pierres plutôt que de diamants. Mais comme vous voyez, par son attitude, il laisse gonfler l'affaire. Alors, l'affaire, quelle est-elle? L'affaire, en réalité, elle est à deux vitesses. En 1979, Maurice Espinasse, un coopérant français qui a dirigé un temps l'ENA local, eh bien, écœuré par les dérives du système Bokassa, remet ce facsimilé de la commande de 1973 au Canard enchaîné pour lancer le scandale. Ce qui n'est pas prévu, c'est que Bokassa charge un fondé de pouvoir à la personne de Roger Delpé, un vétéran de la guerre d'Indochine proche des milieux gaullistes, et vous comprenez très rapidement le lien qui se joue. Eh bien, il charge ce Roger Delpé de monter une campagne entre 79 et 81 pour porter atteinte à Valéry Giscard d'Estaing. Alors pourquoi cette relation du cousin envers l'ancien protecteur se renverse? Parce qu'on va le voir entre-temps, eh bien, le baromètre des relations franco-centrafricaines s'est déréglé et Bokassa estime que la personne coupable, c'est VGE. L'affaire déborde largement puisqu'il est question de faux. La police judiciaire s'en mêle, la DST s'en mêle. Roger Delpé est arrêté à la sortie de l'ambassade de Libye en 1980, publiera un livre qui s'appelle « Prisonnier de Giscard » pour dénoncer l'arrestation dont il a été la victime, dit-il.
Arrestation d'autant plus gênante que c'est pour inculpation d'intelligence avec une puissance étrangère et que cette inculpation n'a jamais été rééditée depuis 1945 à cette date. Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose de très très lourd avec l'idée qu'il y a trahison d'un secret d'État. La traduction pour le rang public, c'est de voir les affiches de Giscard au présidentiel de 81 vandalisées. Les yeux sont remplacés par des diamants qui s'éclairent lors des passages des phares de voiture dans la nuit. Alors, comme on n'est pas à une politesse près, en réalité, cette opération, cette ultime opération médiatique est en fait prise en charge par le SAC, le service d'action civique, qui voit un moyen de mettre un tacle politique et communicationnel à Valéry Giscard d'Estaing. Pourquoi? Parce que les gaullistes estiment que s'il a rempli plus ou moins les attendus qu'on pouvait avoir d'une puissance en Afrique, il n'a en revanche pas rempli le contrat moral envers la famille africaine. Et donc, à ce titre, ils font tout pour l'éloigner, ou tout au moins pour le mettre en minorité et faire monter le RPR naissant. Donc, comme vous le voyez, cette histoire franco-africaine, ou plus exactement dans le cas l'affaire des diamants, se teinte d'un mélange politique intérieure et de politique internationale, d'où le succès en réalité de cette imagerie d'Épinal qui se développe et qui a encore cours aujourd'hui. Revenons donc un instant sur le maréchal empereur Bokassa. Enfant de troupe, je ne reviens pas, prenons essentiellement sa carrière politique. Il prend le pouvoir lors de ce qu'on appelle le putsch de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire le coup d'État à la faveur du Nouvel An 66, par lequel il renverse David Dacko. En 69, il liquide son concurrent au sein de l'armée, le colonel Banza, et va à partir de là pouvoir mettre en place une marche au pouvoir bonapartiste qui passe par le titre de général, maréchal, puis empereur, avec le sacre de 77, comme on en a parlé. Ce qui est plus intéressant, c'est que ce dictateur, dès le départ, est décrit, ou plutôt ce personnage, est dès le départ décrit comme un dictateur par le deuxième bureau français, dit mégalomane, cyclotimique, mais qui allie deux principales qualités, la francophilie et d'être un véritable chef. C'est-à-dire que les services français considèrent que Bokassa remplit à minima, mais remplit convenablement l'espace de protection du précaré. Et très rapidement, vous voyez que ce qui est vu par les médias comme une question morale est en réalité un enjeu géostratégique pour les services français. Arrive donc 1977 et le passage à l'acte de Bokassa. Je rappelle qu'à cette date, il n'y a que deux autres empereurs vivants sur Terre qui sont le Shah d'Iran et l'empereur du Japon. Ses voisins, à commencer par Omar Bongo et Mobutu, le regardent un petit peu de biais, et le malaise est général puisque la France, qui se fait pourvoyeur matériel du sacre, va se garder d'être surtout représentée. Sinon, en la personne de Eugénie Journiac et Robert Gallet, c'est-à-dire le ministre de la Coopération et le Monsieur Afrique de l'Élysée. Alors pourquoi s'arrêter un instant sur eux? Parce que Valéry Giscard d'Estaing considère que ces deux personnes remplissent les missions dévolues aux bonnes relations interpersonnelles franco-africaines. Ça veut dire que l'on passe non pas par le biais diplomatique, le Quai d'Orsay, non pas par le biais protocolaire, la présence d'un chef d'État ou du chef de gouvernement, mais réellement par les acteurs qui doivent, à titre paradiplomatique ou personnel, raviver les relations interpersonnelles qui fondent la sécurité franco-africaine. Alors, on a souvent vu le sacre de Bokassa comme un caprice passé, un dictateur trublion, un uburois en Afrique centrale. L'idée est en réalité tout autre. Valéry Giscard d'Estaing comprend que si Bokassa était une porte d'entrée, il fait le premier sommet franco-africain à Bangui, en Afrique, si dans un premier temps Bokassa était une porte d'entrée, Bokassa est surtout un allié qui gêne, et qui gêne surtout Omar Bongo, Houphouët-Boigny, Hassan II ou encore Mobutu Sese Seko, qui sont les véritables piliers de la sécurité anticommuniste sur le continent. Et l'idée de passer par le caprice entre guillemets de Bokassa, c'est de dire au fond, faisons-en une reine d'Angleterre, installons-le à Béringo, enfermons-le et confions à Henri Maïdou, son Premier ministre, la réalité du pouvoir. Le seul problème, c'est que, et pendant toutes les négociations postérieures, ce sera avéré, c'est que la solution de faire d'un président africain une reine d'Angleterre n'a jamais été un fil rouge de sortie de crise.
Et effectivement, Bokassa, ou en tout cas son système, va atteindre toutes les dérives absolues, de sorte qu'en 1979, il a fait l'inverse de ce qu'on attendait de lui, et Valéry Giscard d'Estaing décide sa destitution. Destitution en 2 phases, dans la nuit du 20 au 21 septembre 1979, un coup d'État et une intervention officielle. Le coup d'État est aux mains du service action qui prépare depuis plusieurs mois le renversement de Bokassa, car il a la fâcheuse tendance de se tourner vers la Libye, qui devient l'ennemi continental à cette date, surtout à l'heure de la guerre franco-libyenne à travers le Tchad. L'opération se nomme Caban, CA pour Centrafrique, Ban pour Bangui, et c'est le colonel de Marolles, chef du service action, qui va se retrouver à la manœuvre. L'idée est simple, neutraliser autour de Bangui, c'est-à-dire dans les pays limitrophes et à Bangui, toutes les capacités de résistance des forces loyalistes, dirons-nous. Puis dans un deuxième temps, l'opération Barracuda, dont vous avez le symbole ici, qui est le volet régulier, c'est-à-dire l'appel aux accords de défense fait par le président restauré, qui n'est autre que David Dacko, la personne renversée en 1966. Donc si on revient bien là-dessus et qu'on regarde rapidement, eh bien l'idée est simple, profiter de l'absence de Bokassa alors en voyage officiel en Libye, procéder à sa destitution et faire croire que c'est le peuple centrafricain qui l'a renversé, et par la bouche légale de David Dacko, intervenir pour congeler ou sécuriser le conflit. Le problème, c'est qu'il s'agit de faire passer tout de même 3 transals. Le premier transal, c'est en fait le groupement opérationnel du service action. Le deuxième transal, avec une jeepette, l'argent liquide et David Dacko tremblant avec son texte qui a été préenregistré à Paris, des fois qu'il ne puisse pas le prononcer et qu'on puisse le faire passer à Radio Bangui, c'est-à-dire à nouveau le service action qui le prend en charge depuis son appartement parisien qui est payé par le SDEC jusqu'au palais présidentiel. Et puis le 3e et le 4e transal qui se retrouvent à Djamena au Tchad, c'est là le 8e RIMA et le 3e RIMA, c'est-à-dire les forces légales de Barracuda dont vous avez l'insigne ici. Alors mon chat est assez étroit pour faire passer tous ces avions, et le chat manifestement de l'état-major aussi, puisque les 2 opérations tactiquement fonctionnent remarquablement bien, mais ce télescope implose et très rapidement les 2 opérations aux yeux de l'opinion publique ne font plus qu'un, et on dénonce un coup d'État de la France alors qu'il devait être camouflé pour permettre la seule existence de Caban. Effet aggravant, et puisque nous sommes à l'école des chartes, je crois que c'est le bon endroit pour en parler. La presse titre immédiatement « Pourquoi Giscard a organisé le casse des archives de Berengo ?» Derrière l'opération de remplacement de Bokassa, l'idée est qu'on va mettre la main sur les secrets de famille, et un mythe qui court encore aujourd'hui veut que, alors suivant les récits et suivant les interlocuteurs, 2 hommes en imperméable, comme ça on est sûr que c'est les services secrets, 2 hommes en treillis, comme ça on est sûr que c'est les gens de Caban camouflés dans Barracuda. En tout cas, une petite équipe que personne ne contrôle, ni à l'aéroport, ni à la présidence, ni à Berengo, prend des malles, se sert de quelques diamants au passage, et repart pour mettre au secret, c'est-à-dire au boulevard Mortier, toutes les archives des relations franco-africaines, en tout cas franco-centrafricaines. Et fantasme absolu, on a dans le développement de discours anti-État de ces années 70-80 l'idée géniale qu'en plus les services s'autonomiseraient de la présidence et donc auraient un moyen de pression, et vous avez la théorie du complot qui commence à naître à travers les médias. Bon, dans les faits, les archives de Berengo, sincèrement, ce que la France avait à savoir de Bokassa, pour l'essentiel, elle le savait avant de faire atterrir ce transat. En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, et qui n'a pas été ou très peu vu par la presse, c'est que lors des sommets franco-africains, et notamment à celui de Kigali en 1979, la famille franco-africaine, c'est-à-dire Houphouët, Mobutu, Bongo, se sont mis d'accord pour procéder à la destitution de Bokassa. Donc on a affaire, comme vous voyez, non pas à une affaire franco-centrafricaine, mais à une affaire afro-franco-centrafricaine. Et que, effectivement, la condamnation silencieuse de Kigali n'a pas été comprise par Bokassa, et qu'une autre guerre médiatique se fait à travers la question de la répression des manifestations. Désormais, Bokassa, c'est l'ogre de Berengo, et il faut le faire tomber. Le fond du problème, et on revient à ça,
et ce sera donc mon deuxième point pour essayer de comprendre cette affaire des diamants, le véritable point qui pose problème et qui fait jonction entre l'armée, l'état-major, les services, l'Élysée, c'est que dans la géopolitique continentale, on peut passer certaines choses à Bokassa, faire un peu de chantage pour avoir un avion en disant je vais aller vers l'Est, revenir tranquillement vers l'Ouest. Mais ce qu'on ne peut pas lui pardonner, c'est en pleine guerre du Tchad, de se tourner vers la Libye, qui à ce moment-là mène la guerre contre la France. Ce sera donc le deuxième point, la forge, à travers cette affaire, de l'image du gendarme de l'Afrique, ou comment on passe de la casquette du père Bugeaud au béret vert de la Légion à Colvézi. Rappelons-nous tout de même que dans ces années, dans cette fin des années 70, sous le mandat de Giscard, c'est très souvent oublié, mais en fait, on est en pleine guerre fraîche et que cette guerre fraîche a des relents très puissants en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Asie est globalement saturée de guerre froide à la sortie de la guerre vietnamienne. Ensuite, parce que les États-Unis sont traumatisés par cette guerre du Vietnam, par le retour de la société civile, et qu'ils ne sont pas prêts à s'engager dans un conflit lourd et long en Afrique, comme ce fut d'ailleurs le cas en 1992 en Somalie. Et à ce moment-là, et c'est la raison d'existence de la France dans la sécurité occidentale, eh bien l'Élysée rappelle que si elle a une capacité, c'est bien la sécurité en Afrique. C'est ça la véritable puissance française postcoloniale, c'est de dire qu'elle est capable de maintenir, soit par lecture de Précaré, soit par lecture anticommuniste, cette sécurité en Afrique. C'est d'autant plus intéressant qu'en 1978 est publié, sous la plume d'un ancien officier de la CIA, qui était responsable de ce qu'on appelle l'Angola Task Force, John Stockwell, un livre baptisé In Search of Enemies, c'est-à-dire, sa thèse repose sur l'idée suivante: les États-Unis ont besoin d'ennemis pour exister. Avec la fin de la guerre du Vietnam, il a fallu décompenser en Afrique, mais on n'en a pas eu les moyens, ce qui explique le succès des interventions françaises entre 1975 et 1980. Alors ces interventions françaises ont toujours fait couler beaucoup d'encre et elles méritent qu'on revienne un peu dessus. Je reviendrai sur cette carte si vous avez des questions, mais comme vous le voyez, et c'est le premier point, les véritables régimes qualifiés de communistes sont où? En Éthiopie, en Angola et en Mozambique, c'est-à-dire dans des zones essentiellement Angola et Mozambique, où on a eu des décolonisations violentes, où des idéologies de greffe ont permis la radicalisation de guerres civiles préexistantes, aggravées par le retrait des forces, le retrait mal préparé des forces portugaises à la faveur de la révolution des œillets. Partout ailleurs, il y a des accords de coopération avec l'URSS, mais la France en prend son parti au Congo, au Bénin, au Mali, à Madagascar, et arrive toutefois à négocier avec plus ou moins de casse. Alors, la France en 1960, par la bouche de Jacques Foccart, imagine une doctrine du précaré, le terme est repris à Louvois, terme employé pour la première fois en 1673, à Vauban, qui écrit à Louvois, et qui dit « il faudra penser à faire votre précaré ». L'idée est simple, c'est qu'il y a un domaine d'influence française, qui est le périmètre de ces 14 anciennes colonies, dont elle doit assurer la sécurité tant vis-à-vis des ingérences de l'Est que de l'Ouest, c'est-à-dire, pour l'essentiel, des Israéliens et des Américains. 3 volets permettent de structurer cette aide. Le premier, ce sont les accords secrets de défense, qui accompagnent les protocoles d'indépendance. Le deuxième, ce sont les phénomènes de coopération militaire, c'est-à-dire des coopérations plus ponctuelles à travers les missions militaires françaises. Et les troisièmes, c'est la politique sécuritaire au quotidien. Alors les accords de défense, quand sont-ils employés? En période de grave crise, cela permet au chef d'État de demander l'aide de l'autre partie. Dans les faits, le président français agressé par la RDA peut demander l'intervention des parachutistes gabonais. A l'inverse, le président gabonais agressé par son armée ou ses voisins peut demander l'intervention des militaires français. Très rapidement, vous voyez bien que la France, en 1960, ne va pas arbitrer des conflits entre des voisins au sein du précaré, mais en fait, sauver les chefs d'État en prise à des putschs. Et donc, les chefs d'État africains vont utiliser ces accords de défense comme le rempart sécuritaire lorsque leurs propres services, gendarmerie, armée ou renseignement, se sont effondrés. Le principal emploi, c'est à Libreville en février 1964, lorsque Jacques Foccart prend sur lui de retrouver le vice-président, en fait on lui fait antidater sa copie,
lui demande de l'intervention et au petit matin informe le général de Gaulle de toutes les dispositions qu'il a prises, qui valide, et en une nuit, en une matinée plus exactement, tout est remis à plat. Ce qui est intéressant, c'est que pour Foccart, en revanche, l'armée, ce n'est qu'un outil de rectification, c'est-à-dire que ça n'a pas vocation à rester. C'est une opération chirurgicale, d'où le fait qu'on emploie des parachutistes, mais rien ne vaut sans la reconstruction de l'État derrière. Deuxième exemple, la coopération militaire. La coopération militaire, elle s'exprime essentiellement à travers de ce qu'on appelle les bases militaires permanentes françaises, dont le maillage a été largement réduit à la faveur du livre blanc de 2010, suite à toute la série de révisions depuis 1998. Alors ces bases permanentes, ce sont des prépositionnements stratégiques de la France en Afrique, prépositionnements qui encore aujourd'hui font de la capacité de réaction française. Seulement on est sur un maillage où on arrive à quasiment une dizaine de bases permanentes aux indépendances. On en a 2 précisément en Centrafrique, Bangui et Boire, et vous voyez très rapidement que entre les accords de défense à Bangui, les bases de Bangui et Boire et la proximité de la guerre au Tchad, eh bien, on ne lit plus du tout la question de Bokassa à l'aune du caractère de Bokassa, mais véritablement à l'aune de son utilité stratégique en Afrique centrale. Puis, troisième point, la sécurité quotidienne selon Foccart dans les années 60, c'est cet homme que vous voyez, jovial, bonhomme, avec son insigne de la Légion d'honneur, photographié en 1980. C'est le colonel Maurice Robert, qui est notre James Bond africain national. Maurice Robert est en fait le fondateur de ce qu'on appelle le secteur N au boulevard Mortier, c'est-à-dire la branche Afrique, qui est un démembrement du secteur A, qui était la branche Afrique, monde arabe. Et son idée est assez simple et novatrice en un sens, même si elle a vécu. Il dit, puisque nous sommes dans des pays amis, il y aura un volet de recherche clandestine, parce que c'est notre métier, mais il y aura surtout un volet de recherche en coopération. Et il faut que les chefs d'État sachent qu'ils puissent s'appuyer sur nous. Ce seront les PLR, les postes de liaison et de renseignement, qui seront installés en 1960 à la droite de tous les chefs d'État africains sur le continent, avec une double entrée. Le PLR rend compte à Maurice Robert, et rend compte au chef d'État local. De là naît une idée très simple, c'est que la sécurité française, c'est la sécurité africaine et vice-versa. C'est comme ça que l'on réussit à développer une doctrine de défense et, dans les faits, une lutte antisubversive qui se traduit par la naissance de polices spéciales, l'une des plus célèbres étant naturellement celle de l'inspecteur Colombani au Niger, le bureau de coordination et de liaison, alors souvent on appelle ça sinon des bureaux de documentation, qui va être le fer de lance de la lutte contre le Sawaba, c'est-à-dire le parti nationaliste anti-Amani Diori. Et c'est effectivement ce BCL de l'inspecteur Colombani qui va nettoyer la répression de 64. Tout cela constitue une lecture du précaré et une lecture contre-subversive qui a comme dernier effet, la carte ne s'affiche pas, qui a comme dernier effet l'idée que il y a des marches, comme des marches médiévales, des marches géographiques militaires en Afrique, et le Tchad et la RCA sont 2 espaces clés dans cette lecture. Je me permets une toute petite aparté pour préciser la conception de Foccart. Contrairement à une idée reçue, si on fait beaucoup de mobilisation de forces militaires prépositionnées pour calmer les tensions ou les fièvres locales, jamais Jacques Foccart ne va penser que l'armée a vocation à s'implanter à la place du politique. Pour preuve, la seule fois où il va militer pour une intervention militaire, ce sera au Tchad de 69 en 72, parce que la situation est précisément désespérée, mais qu'en même temps il sait que la décroissance de l'État tchadien ne va offrir aucune autre solution que ce qui a été appelé un cataplasme militaire. Dans les années 70, bien dans les années 70, cette carte foccartienne, elle a largement vécu. On commence à avoir les premières révisions d'accords de coopération. Madagascar, le Congo, le Bénin. Donc des coins sont enfoncés dans le précaré et partout où la France recule, eh bien, les autres adversaires
États-Unis ou URSS, se disent qu'il y a peut-être un intérêt, mais c'est pas sûr, à mettre un pied, parce qu'on a une nouvelle géopolitique qui se dessine. En 1974, cette carte a d'autant plus vécu que Foccart quitte l'Élysée, on a la vraie première alternance de la Ve République, mais un an plus tôt, Maurice Robert, pour incompatibilité d'humeur professionnelle et personnelle avec le directeur général du SDEC, le comte de Maranche, a préalablement quitté le boulevard Mortier. Donc VGE arrive avec cette nouvelle cartographie et avec cette conviction que, dans ces circonstances, à partir de 1975, la France n'est plus comptable du précaré, mais véritablement devient le glaive anticommuniste dans la guerre fraîche. Donc on a un changement d'espace géographique et un changement de doctrine. Première intervention que l'on peut répertorier, c'est Lamentin. Alors je regrette que la carte ne puisse pas passer parce que j'aurais pu vous la visualiser. Lamentin, c'est une opération sol-air en Mauritanie. C'est ce qu'on appelle la politique du Jaguar. L'armée française, pour bloquer les colonnes du Polisario armées par l'Algérie qui descendent vers Nouakchott, envoie pour la première fois des Jaguars pilonner les colonnes et les stoppe net. On revient dans une géopolitique saharo-sahélienne structurée par l'opposition Maroc-Algérie, naturellement, l'Algérie se tournant vers la Mauritanie parce qu'elle ne peut pas attaquer directement le Maroc. Mais enfin, on a une première intervention qui ne se fait pas dans le cadre des accords de défense directement. Deuxième exemple d'opération, ce sera au Tchad, l'opération baptisée TACO. Tombalbaye, le président de l'indépendance, est tombé en 1975. La rébellion, baptisée le Frolinat, se déchire entre deux grandes factions, pour le simplifier, Hissène Habré et Goukouni Ouédey, et Kadhafi se dit que dans ce différentiel, il peut appuyer ou l'un ou l'autre pour rentrer au Tchad. C'est ce qui deviendra l'affaire de la bande d'Aouzou, c'est-à-dire la bande de terre du nord du Tchad, qui va être tout simplement colonisée par la Libye. L'idée de TACO, à nouveau, c'est de redévelopper cette politique du Jaguar. Un Jaguar français sera abattu, et la France commence à comprendre que, une fois qu'elle a mis le pied en 1969 au Tchad, il n'y a plus d'autre solution que, à terme, de remettre deux pieds cette fois au Tchad pour aller au sol sur la reconquête de Faya-Largeau et des territoires du Nord. Ceci pour dire que le dossier tchadien ouvert, disons en 69, mais réellement en 78 avec l'affaire TACO, eh bien, va être reprise, c'est le cadavre dans le placard africain dont hérite essentiellement François Mitterrand, va être reprise avec l'opération Manta, où là on va vraiment avoir une opération au sol, et encore jusqu'à aujourd'hui, à travers l'opération Épervier mise en place en 86 pour sécuriser l'espace tchadien et donc le résident du palais de Djamena. Troisième exemple, plus intéressant encore, ça va être les affaires, les opérations Verven et Bonite. Alors, comme vous voyez, l'armée française l'état-major avait un certain lyrisme dans les années 70. Alors, Verven, qu'est-ce que c'est? C'est une opération de soutien, parce que la France ne peut pas trop intervenir. Dans notre cartographie de la guerre froide en Afrique, eh bien, vous voyez que le Zaïre, donc actuellement République démocratique du Congo, a cette bande de terre, le Katanga ou le Shaba, qui rentre dans la Zambie, donc qui fait la Copper Belt, et c'est ce qu'on appelle en géologie le scandale géologique du Zaïre, puisque c'est le poumon économique qui est situé dans ce quart sud-est. La particularité, c'est que naturellement, il va y avoir une tentation sécessionniste, tantôt soutenue par la France, tantôt combattue par la France. Mais dans le cadre de la guerre angolaise, à partir de 1975, eh bien, les alliés, disons de l'Est pour simplifier, c'est-à-dire essentiellement les services est-allemands et les Cubains, et un petit peu les Chinois, mais ils arrivent déjà à se faufiler, se disent, mais au fond, notre guerre de l'Angola, on sait très bien que qui, derrière, soutient les mouvements anticommunistes en Angola? C'est Mobutu. Donc si on arrive à mettre en minorité ou à faire sauter Mobutu, on ouvre la porte à notre politique en Angola. Et donc cette infiltration va se traduire par le soutien au mouvement de Nathaniel Bumba, nationaliste du Shaba, qui va donc faire une première insurrection que Mobutu n'arrive pas à traiter. Et là, c'est ça qui est très intéressant dans notre géopolitique globale, c'est que la France ne peut pas intervenir directement. On est en dehors des accords de défense et officiellement, formellement, en dehors du précaré. Donc, la France va demander poliment au Maroc si, via le colonel Loubaris,
que vous voyez assis à côté de Mobutu, ce colonel Loubaris va prendre en charge l'opération avec les forces parachutistes marocaines, bloquer et refouler les colonnes sécessionnistes et cubaines, et donc redonner un petit peu d'espace-temps à Mobutu. Sauf que ça ne marche pas, et l'année suivante, eh bien, sous un nouveau nom, Nathaniel Mbumba relance son agression sur la sécession du Chaba, et là, ce sont carrément des colonnes de Cubains qui sont attendues pour franchir la frontière. Réponse maximaliste de l'armée française en 1978, conciliabule, plusieurs régiments se tiennent prêts, et on dit, écoutez, il y a une solution, on est encore dans les relents de la guerre psychologique, il y a une solution très forte, psychologiquement, qui va tout arrêter, c'est sauter sur Kolwezi. Les anciens de la Légion l'ont fait en Indochine, tactiquement on sait le faire, on envoie la Légion sur Kolwezi, et on fait un point de fixation, on liquide toute l'opération. C'est ce qui va se passer, et c'est là qu'on a un divorce entre l'opinion publique et Valéry Giscard d'Estaing. Eh bien, cette opération est un succès tactique. C'est-à-dire que l'opération Colombe, c'est l'opération montée par les services est-allemands qui devait viser à faire gagner la sécession à travers l'appui du colonel Werner, qui était un officier du service est-allemand, qui appuyait Nathaniel Mbumba. Eh bien, cette opération Colombe est fracturée par l'intervention des parachutistes à Kolwezi. Très rapidement, le 13e Dragon, c'est-à-dire le service de renseignement militaire, s'infiltre, fait du débrief, arrive à récupérer des documents qui ont trait à l'opération d'infiltration, et d'un point de vue militaire, c'est un succès. Sauf que, vu de l'autre côté de la Méditerranée, toute cette géopolitique a disparu, et on ne voit qu'un seul élément. Moi, le premier, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai fait mes entretiens avec des anciens, c'était le soutien à corps et à cri à Mobutu, qui était aux abois, et que l'on va donc sauver, parce que c'est un ami de la France. Et à partir de là, le divorce reste solidement, et vous voyez comment un an plus tard, ce divorce va être remis en œuvre à travers la lecture de l'opération Barracuda, c'est-à-dire une affaire interpersonnelle et non pas une affaire de géopolitique. Cette question des affaires interpersonnelles nous amène à la troisième partie du dossier, c'est-à-dire revenir au fond, puisque c'est ça qui nous intrigue toujours, revenir au fond à la personne de Jacques Foccart. Alors, Jacques Foccart, ici avec le général Bokassa, lors de la visite officielle qu'a enfin obtenue Bokassa en 1969, qui vaut valeur d'adoubement officiel, bien Jacques Foccart, pour le brosser très rapidement, c'est un ancien de la résistance intérieure, accrédité par les services secrets de la France libre, qui devient au RPF, c'est-à-dire au Rassemblement du peuple français, le parti monté par De Gaulle, qui devient primitivement le Monsieur Afrique, rentre dans le cénacle de ce qu'on appelle les barons du gaullisme, et à partir de 1954, une fois que De Gaulle s'est retiré du parti, ou en tout cas a pris ses distances, devient le liquidateur des meubles, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire le secrétaire général d'une structure quasi fantôme. Mais de 1954 à 1958, et d'ailleurs c'est l'essentiel des archives conservées à la Fondation de Gaulle, de 1954 à 1958, il va s'employer à raviver le réseau des amitiés gaullistes, quelles que soient les franges, pour préparer le retour du général de Gaulle. Et effectivement, il sera aux premières loges, entrant en clandestinité en mai 1958, pour faire le go-between, ce n'est pas le seul, mais pour faire le go-between avec le comité de salut public, et notamment les hommes de massue d'Alger qui viennent, c'est l'opération Résurrection, qui viennent à Paris. Donc vous voyez, on a affaire à quelqu'un qui présente plusieurs qualités pour le général de Gaulle. Premièrement, c'est un baron, c'est le cercle proche, et il joue pleinement son rôle de fusible avec toutes les dimensions ingrates. Deuxièmement, c'est un homme qui connaît les outils de la République. Ces outils, quels sont-ils pour lui? Essentiellement les services de renseignement. Non pas qu'il s'amuse à faire des mélanges de genres, mais parce qu'il sait ce qu'on peut demander aux services de renseignement, et c'est en ce sens, quasiment depuis Richelieu, le seul à être aussi averti sur la question, et nécessairement sous la Ve République, l'unique cas de figure.
Cette appétence pour le renseignement est entretenue quotidiennement, il faut bien le dire, dans les années 50, par le fait qu'il est lui-même réserviste du service action, et même si son physique ne le laisse pas deviner, il va tous les mois faire sa période de saut à Serre-Côte, et j'ai appris récemment que lorsqu'on lui a interdit, son médecin lui a interdit de sauter pour des raisons de santé au sol, il a pris sur lui de sauter en mer, puisque le choc serait moins grand. C'est pour vous dire qu'il entretient quelque chose d'extrêmement physique avec les services. Naturellement, il est en contact avec essentiellement le service 8, c'est-à-dire le service action, dont il fait figure de correspondant. Ça, c'est pour le premier point, donc, cette première qualité. Deuxième qualité, et non des moindres, c'est qu'il apparaît comme ce qu'on pourrait appeler la pitié du général. La pitié du général, c'est-à-dire que c'est le principal collaborateur du général de Gaulle à l'Élysée de 58, prenons Matignon, à 74. C'est le seul personnage qui ne quitte pas l'entourage politique du général de Gaulle, donc c'est le seul qui le voit tous les soirs. Et il continue de 69 à 74 avec Pompidou. Et le général de Gaulle lui donne 4 champs de compétences. Le premier, l'Afrique. C'est assez simple, c'est gérer la transition à travers la communauté pour empêcher qu'il y ait une perte d'influence, comme ce fut le cas avec les dossiers indochinois et les dossiers algériens. Afrique-Madagascar. Deuxième dossier qui est intimement lié, les dom-toms, puisqu'au fond, parvenir à l'émergence de nouveaux États issus des colonies, c'est gérer des territoires d'outre-mer, et à ce titre, la géographie de la puissance française intègre pleinement les territoires d'outre-mer. Rappelons tout de même que les Comores ou Djibouti, à cette date, restent des tomes. Troisième champ de compétences, la question de sécurité et de renseignement. Et quatrième champ, la relation avec les formations gaullistes. Alors tout ça se synthétise lorsque le général de Gaulle le nomme en mars 60 secrétaire général de la communauté, une communauté qui a fini de remplir sa mission puisqu'on accède aux indépendances en 60, mais qui n'est liquidée des jure qu'en 97 de la Constitution, le titre 12, mais qui a quand même cet énorme avantage qu'en tant que secrétaire général de la communauté, il ne rend compte qu'au général de Gaulle et à personne d'autre à l'Élysée ou dans les services ministériels français. Et c'est ce poids d'arbitre qui va lui permettre de créer ce que Antoine Glaser a appelé le système intégré, c'est-à-dire que sans aucune surface ministérielle, c'est lui le véritable arbitre à travers les réunions hebdomadaires dites tripartites, c'est-à-dire entre les affaires étrangères, la défense et la coopération. C'est lui qui va réellement arbitrer les décisions en disant « le général m'a dit, le général pense que ». Pour bien achever cette compréhension globale, il faut voir qu'à cette date, l'idée de De Gaulle est que si l'Afrique constitue le socle, non plus simplement de l'influence, mais de la puissance française dans les années 60, entre les deux blocs, eh bien cette puissance doit se traduire militairement, diplomatiquement, on l'a compris, mais aussi énergétiquement, et ce sera la construction d'Elf, dont le père fondateur est Guillaume, que vous voyez ici en train de remettre un cadeau diplomatique à Omar Bongo sous l'œil bienveillant de Jacques Foccart, pour une raison très simple, c'est que Elf n'est pas, contrairement à une idée reçue, une entreprise privée, c'est une entreprise d'État. Donc, à ce titre, on a un système d'autant mieux intégré que c'est au nom de l'État que tout cela est fait. On n'est pas encore dans la logique, disons, capitaliste ou en tout cas autonome, telle qu'elle avait été à moitié tracée par Clémenceau et surtout Poincaré avec la création de Total en 1920. Enfin, Jacques Foccart, que vous voyez ici avec sa femme, et un joli drapeau centrafricain à la main, eh bien, Jacques Foccart surtout dispose de ce relationnel qui se traduit par des rencontres individuelles qu'il fait notamment à Luzarches, à la Villa Charlotte, derrière lui. Et cette Villa Charlotte dispose de ce qu'on appelle, et qui vit encore dans l'imaginaire aujourd'hui, la casa fétiche. La casa fétiche, c'est, vous devinez, un clocher tout à fait en haut de ce domaine à Luzarches. Eh bien, c'est un tout petit bureau dans lequel Foccart s'enferme avec son interlocuteur, et c'est là que sont réellement débattus le fond des dossiers. Ceci a comme incidence qu'on a l'idée que le secret reste au cœur des relations franco-africaines, et surtout que la dimension interpersonnelle, et donc Jacques Foccart,
reste le véritable débiteur de cette politique. À la mort du général de Gaulle, il s'est agi de poursuivre, et Foccart ne voulait pas strictement personnaliser cela, et il s'est agi auprès de Georges Pompidou de réussir à ancrer ces relations qui vivaient, il faut bien le dire, à travers l'icône de Gaulle. Eh bien, ce seront, à partir de 1973, ce qu'on appelle les sommets France-Afrique, devenus sémantiquement les sommets Afrique-France, lorsque dans les années 90 on a commencé à dire que la France-Afrique c'était fini et qu'il fallait surtout réussir à tourner de nouveaux partenaires. Cette relation, ces sommets France-Afrique fonctionnent comme des réunions de famille, une fois en France, une fois en Afrique et ainsi de suite. Mais plus intéressant, quand Foccart part, comme vous le voyez, eh bien, ce qu'il a laissé est un cadre mental indépassable. Certes, le secrétaire général est liquidé. Certes, Foccart part par la petite porte. Valéry Giscard d'Estaing se garde bien, même si en off il y a des négociations, se garde bien de lui faire la moindre distinction pour le remercier de plus de 15 ans de bons et loyaux services. Mais René Journiac, que nous avons évoqué en début de conférence, n'est autre que le premier collaborateur de Foccart. C'est son conseiller technique de 67 à 74. Et si Valéry Giscard d'Estaing commence à parler de rupture, il garde tout de même celui qui, depuis 67, gère les affaires africaines auprès de Jacques Foccart. Plus intéressant encore, eh bien, François Mitterrand gardera cette cellule avec plus ou moins d'avatars, dont Guy Pen sera le premier titulaire. Cette photographie, d'ailleurs, a servi très longtemps de biographie médiatique, enfin d'iconographie médiatique à Guy Pen, parce que François Mitterrand, vous voyez l'éminence grise qui se penche et tout le fantasme qui l'accompagne, est en réalité assis à côté du ministre des Relations extérieures, Claude Cheysson, et on voit bien le circuit court, physiquement, que représente le conseiller Afrique dans cette affaire. De même, cette photographie du premier sommet franco-africain se décline comme une autre photo de famille, on change les personnages et on continue. Ce qui est plus intéressant, si on se penche un petit peu, ce sont les personnages. À la gauche de François Mitterrand, un petit monsieur, si j'ose dire, qui est en fait un grand politique, Félix Houphouët-Boigny, baptisé par les hommes de Jacques Foccart en Afrique, Big Brother. C'est dans leur lettre codée, Big Father étant naturellement le général de Gaulle. Big Brother, c'est le chef, la tête de pont du réseau qu'on appelle le RDA, le Rassemblement démocratique africain, c'est-à-dire du réseau des amitiés franco-africaines. Si on continue, qu'on décale de 2 pas sur la gauche, toujours, on voit un personnage un peu plus solide, large d'épaule, c'est Étienne Yadema, président du Togo de 67 à 2005, et qui fera figure des derniers caïmans de ceux qui se rappelaient la France-Afrique. Revenons de l'autre côté, sur la droite, de grands progrès notables. Premier personnage en boubou blanc, Sékou Touré, on est au sommet de Vittel en 83, la Guinée qui avait été sanctionnée par De Gaulle en 60, dont les relations diplomatiques avaient été rompues en 65, qu'avait rétabli Valéry Giscard d'Estaing par souci géopolitique. Et bien cette Guinée est revenue pleine et entière dans le concert du Précaré. Toujours en se décalant sur la droite, on reconnaît avec sa toque en léopard Mobutu Sese Seko. Il faudrait tout de même rappeler, et c'est là que l'imaginaire français, france-africain si j'ose dire, a parfaitement joué, c'est que Mobutu Sese Seko, jusqu'à peu près à 1968-70, n'était pas l'homme de la France. La France a misé sur son adversaire politique qui était Moïse Tshombe. Mais comme vous voyez, nécessité fait loi. On a besoin, dans la reprise de guerre fraîche, d'un rempart anticommuniste et tout le monde, français et américain, vont se tenir la main auprès de Mobutu. Un peu plus sur la droite encore, 2 personnages très intéressants. Le plus petit des deux, qui a la plus grosse moustache, qui est Albert Bernard Bongo, devenu, après le choc pétrolier de 73, Omar Bongo. Une chose classique, pour se faire entendre à l'OPEP, il faut être dans les pays dits arabo-musulmans ou au moins musulmans. Donc, Omar Bongo, qui est le principal médiateur des crises en Afrique, notamment en Afrique centrale, à partir de la crise tchadienne de 78. Et puis, dernier promu de la famille, mais qui est encore au pouvoir actuellement, Denis Sassou Nguesso, le président congolais. Et si on regarde bien, en fait, cette photo de famille, eh bien, c'est à chaque fois, le rang protocolaire le dit, l'équilibre géopolitique du Précaré qui se redessine.
Alors comme vous voyez, dans toute cette affaire, Foccart, s'il a été un concepteur, n'est pas un architecte unique. Il a jeté des bases que d'autres ont repris par la suite. Mais surtout, Foccart, en tant que secrétaire général, faisait fusible. C'est-à-dire qu'il assumait de prendre sur lui la part sombre du gaullisme. Et donc, il pouvait y avoir deux discours, un discours de géopolitique générale, mondiale, stratégique, disons, et puis le versant tactique que devait mettre en musique au nom de la confiance que lui faisait le général de Gaulle, Jacques Foccart. Lorsqu'est dissous ce poste institutionnel de secrétaire général aux affaires africaines et malgaches, le fusible saute, et très rapidement, quand on veut s'en prendre au président, et c'est le cas avec l'affaire des diamants, on ne s'en prend plus simplement à son conseiller, puisqu'il n'a pas une marge de manœuvre aussi grande qu'un secrétaire général, on s'en prend directement au président, et de là commence la litanie des épithètes africains qui vont coller à tous les chefs d'État, encore aujourd'hui. Les médias courent à la première intervention française, politique, militaire ou autre, pour dire « Ah, c'est Giscard l'Africain, c'est Mitterrand l'Africain, c'est Chirac l'Africain, et ainsi de suite. » Et donc on a cette course à la surenchère médiatique, et on voit bien que dans ces années 70, la géopolitique et la communication se disjoignent parce que le fusible qui était Foccart saute. Cela m'amène brièvement au quatrième et dernier point avant la conclusion. Comme vous le voyez, on aurait tendance à penser rapidement comme Georges Lautner, c'est-à-dire qu'un barbu c'est un barbu, trois barbus c'est des barbouzes, et à partir de là, réflexe par analogie, s'il y était, c'est qu'il y avait un complot. Alors à quoi tient cette téléologie qui s'est mise en place, et qui a parfois un fond de vérité? Premier point, c'est au fait que, spécifique à cette sécurité naissante, le couple sécurité-renseignement est accolé dans la prise en charge géopolitique par les services. Or, c'est un principe dans les pays du Nord, si j'ose dire, sécurité et renseignement, s'ils se recoupent, doivent être bien séquencés. Le métier du service action, du contre-espionnage et du renseignement au sein même de la DGSE n'est pas le même. Or, puisque l'amitié franco-africaine, c'est-à-dire la protection des chefs d'État, est la clé de voûte du précaré, eh bien il va falloir que l'on puisse garantir la sécurité politique, mais aussi physique, et ce sera l'envoi de ce que la lettre du continent a appelé les nounous des chefs d'État, le premier étant Bob Maloubier, envoyé en 1964 au Gabon, qui raconte avec humour qu'il faisait effectivement office de jeune fille au père pour le président Léomba, qui est surtout un ancien du service action, réveillé par Maurice Robert, que nous avons précédemment évoqué. À une échelle plus haut, c'est l'idée que les diplomates ne sont pas des diplomates comme les autres. Et effectivement, le Quai d'Orsay commence la récupération du territoire africain à partir des années 80 et surtout dans la phase qu'on a appelée de normalisation des années 90. Le Quai d'Orsay, dans un premier temps, est représenté par des personnalités plus que par des diplomates. Le personnage qui est assis et qui apparaît dans ses petits souliers à côté d'Omar Bongo, avec les grandes lunettes carrées noires, n'est autre que Maurice Delaunay. Et ce Maurice Delaunay, exploit en la matière seulement égalé par Jacques-Raphaël Lègue en Côte d'Ivoire, est ambassadeur à Libreville de 65 à 72 et de 75 à 79, rappelé par Omar Bongo, auquel Maurice Delaunay doit expliquer qu'il est ambassadeur et non conseiller politique. Or, Omar Bongo lui dit non, moi j'ai besoin d'un conseiller politique. La relation avec la France, je la gère avec l'Élysée. Je n'ai pas besoin d'ambassadeur. Bon, donc ça se développe dans d'autres pays. Mais on a ici un cas d'école. Plus intéressant, la presse n'arrivant pas, soit par temps d'écriture, soit par temps de pluie, c'est-à-dire à la recherche du scandale, ne cherche pas à comprendre comment se noue toute cette géopolitique vue de Paris. Et va très rapidement jeter un mot étiquette, un mot écran réseau pour essayer de décrypter, d'où la théorie du complot rapidement lancinante, très simple. Ce sont les réseaux Foccart qui sont à l'œuvre, qui sont les réseaux d'État. Bon, on lui concède que c'est un grand commis de l'État quand même. Mais très rapidement, on glisse sur l'idée que quand c'est Mitterrand, ce sont les réseaux Mitterrand parce que le fils est à l'Élysée. Puis, quand il y a la question de la rivalité Chirac-Pasqua, ce seront les réseaux Pasqua, et ainsi de suite, jusqu'encore actuellement à la question de l'identification dans la presse des réseaux Bourgie. Est-ce qu'on a affaire à des réseaux néo, post, modernes, foccartiens, et ainsi de suite. Et tout ça est né en grande partie du livre de Pierre Péan, Affaires africaines,
qui décrivait le Gabon comme un cas d'école en disant c'est Focarland, je le cite, et qui disait le clan des Gabonais règne au Gabon à défaut de régner à l'Élysée. Et il s'est amusé à refaire la biographie de tous les gens qu'il voyait à Libreville en tirant des fils pour essayer par déterminisme de justifier le repli des gaullistes sur Libreville à défaut de la conquête de la présidence française. Naturellement, vous en doutez, cette lecture prosopographique, qui n'en est en réalité pas une tout à fait, ne fonctionne pas. Ce qui est en revanche vrai, c'est que ces relations franco-africaines bruissent de ce qu'on va appeler des missi dominici, qui seront rapidement caricaturés lorsqu'ils touchent aux affaires de sécurité aux figures des barbouzes, c'est-à-dire des entremetteurs, des personnes qui sont fondées de pouvoir pour délivrer un message et puis qui petit à petit prennent greffe auprès d'un président africain dont on ne sait plus très bien s'ils sont les serviteurs ou les téléphones courts auprès de Paris. L'archétype est lancé par Jean-Maurice Beaupré, qui est un homme de Focard, mais qui lentement va être détaché de l'amitié, disons, traditionnelle, surtout à partir de 1974. On arrive à l'énorme paradoxe que ce Jean-Maurice Beaupré, actif militant avec Jean-Marie Le Pen en 1954 de la lutte contre, enfin en 1956, de la lutte contre la 4e République avec toute la frange militaire. En 1960, fervent défenseur de Big Father, c'est lui qui développe le terme, c'est-à-dire de la politique du général de Gaulle en Afrique, se retrouve par anti-moboutisme, parce que c'est lui qui essayait de sauver Tshombe contre Mobutu, se retrouve à faire campagne en 1981 contre Mitterrand, pour Mitterrand, pardon, et contre Giscard. Et on arrive à ces paradoxes qui, vus d'Afrique, sont vus comme des ruptures lorsqu'on essaye de donner une téléologie de repli gaulliste. Dans les faits, ce sont des parcours personnels qui se recomposent et qui sont autant de portes géopolitiques que l'Élysée ne veut plus voir à chaque alternance. Un exemple très simple. Maurice Beaupré découvre un talent dans l'appui à Moïse Tshombe, je mets talent avec des guillemets, ce talent étant naturellement Robert Denard, dit Bob Denard. Alors c'est un mercenaire qui n'a pas eu un succès dans les armes françaises particulier, mais qui accepte de remplir beaucoup de missions ingrates que beaucoup de soldats perdus des guerres coloniales ne peuvent plus supporter. Et dans les années 60, effectivement, Bob Denard est la principale source pour suivre les désordres de la RDC, c'est-à-dire du Congo devenu Zaïre. Bob Denard est donc employé comme spécialiste, c'est-à-dire acteur de coup d'État, plus ou moins pensionné par Houphouët Bongo, pour maintenir la sécurité quand on ne peut pas faire d'intervention française. Et le gros problème, c'est que en janvier 1977, on lui confie une mission qui est le renversement de Mathieu Kérékou, c'est-à-dire le président béninois qui commence à avoir des penchants très communistes. Le 16 janvier 1977, son avion se pose donc sur le tarmac de Cotonou. Ses hommes descendent. C'est un recrutement plus ou moins aléatoire. La garde nord-coréenne, qui était en visite officielle, ouvre le feu sur les mercenaires qui ne font pas face. Le Transal avait les moteurs vrombissants. Tout le monde rembarque en catastrophe. On fait décoller. Très bien. Après tout, on peut rater un coup d'État. Ce qui est plus gênant, c'est que sur le tarmac de l'aéroport, dans la débandade assez peu professionnelle, sont oubliés 2 mâles. 2 mâles qui étaient pris pour des caisses de munitions et qui s'avèrent en fait être les dossiers de préparation du coup d'État. De sorte que Mathieu Kérékou dit « Le colonel Morin en veut à ma peau et je trouverai bien qui c'est ». Début de la guerre de communication qui n'est pas vue comme telle à Paris quand on parle des relations franco-africaines, mais début de la guerre de la communication, on fait monter la pression sur la figure du colonel Morin, on commence à distiller la deuxième pique en disant « En fait, le colonel Morin, c'est Gilbert Bourgeot », ce qui suscite à peu près autant d'émotions pour vous que pour l'opinion publique, mais il faut arriver à la troisième phase. En fait, Robert Bourgeot, c'est Bob Denard avec une identité, une légende qui lui a été fabriquée par le SDEC Afrique. Et alors là, explosion, le journal tiers-mondiste Afrique-Asie se propose pour révéler le poteau rose, et là vous avez sur un dossier complet le complot dénoncé d'Hassan II, roi du Maroc, Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, le général Eyadema du Togo, le président gabonais Omar Bongo, et à tout seigneur tout honneur, on ne peut pas tout de suite toucher VGE, mais vous allez voir ce qu'on fait, on accuse qui? René Journiac, et donc la soupe est bonne, c'est très simple, on a affaire à un complot, et à partir de là, la presse
va prendre ceci comme cas d'école, ou en tout cas comme espace matriciel, et donc considérer qu'il suffit de réfléchir en creux pour comprendre comment se forme un coup d'État et en fait essayer de faire un déterminisme des relations franco-africaines. En guise de conclusion, vous comprenez bien où je vais en venir, à l'épiphanie médiatique de la France-Afrique qui commence à la publication du complot de Denard dans l'Afrique-Asie et qui se termine péniblement à chaque fois que la France bouge le moindre godillot en Afrique. Dans les années 60, je vous l'ai dit, Foccart sert de fusible. Dans les années 70, les scandales touchent directement le président. Et vous comprenez maintenant comment l'affaire des diamants devient un archétype médiatique et non plus réellement une explication de la géopolitique franco-africaine. Deuxième idée de ces années 70, les barbouzes survivent à Foccart. La plus mauvaise part de lui-même aurait survécu. C'est extrêmement vendeur. Dans les faits, on parle de personnes qui atteignent les 70 ans et qui sont des conseillers de moins en moins influents, mais respectés par les chefs d'État africains qui considèrent qu'ils les ont servis aux indépendances et donc qu'ils continuent à les pensionner lorsque la France ne s'occupe plus d'eux. Dans les années 80, les discours de rupture de François Mitterrand sont annulés par, naturellement, le principe de réalité. Et là, c'est la désillusion totale. S'il y avait bien un dossier sur lequel on attendait que Mitterrand, par idéologie, puisse rompre, c'était l'héritage gaulliste en Afrique, ou en tout cas l'héritage foccartien en Afrique. Et là, naturellement, Mitterrand engage en 1983, après avoir un peu trop hésité, engage la plus grosse opération jamais réalisée en Afrique depuis la guerre d'Algérie, avec l'opération Manta au Tchad. Je dis qu'il intervient un peu tard, tout simplement parce qu'il a certes essayé de faire une voie diplomatique, mais que plus il attendait, plus si cette voie diplomatique ratait, elle l'engageait à faire un engagement massif de militaires français au sol, ce qui a été le cas. Et très rapidement, on arrive aux années 90-94, où on va retrouver en fait, sous l'aune de la société civile, 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le premier, c'est l'affaire Elf. On pourra revenir dessus si ça vous intéresse. L'affaire Elf, parce que ça fait remonter la question du financement des partis. Et là, vous voyez bien, on se dit « Ah, mais on avait vu Giscard avec des diamants, on avait vu de l'argent circuler, on sait qu'il y a des mallettes qui passent. » Donc, remonter à travers l'affaire Elf du financement des partis. Soit dit en passant, l'affaire Elf s'était ouverte dans un bras de fer entre les baladuriens et les chiraciens. Deuxième cavalier de l'Apocalypse, le procès de Denard. La judiciarisation et la mise en tribunal de celui qu'on essaie d'identifier comme la queue de comète de la France-Afrique. Puisqu'on n'aura pas eu Foccart, on va au moins avoir un de ces succédanés, dira la presse. Troisième point, la dévaluation du CFA qui va lancer la question de l'indexation naturellement du CFA sur le trésor français et donc l'idée du néocolonialisme économique. Et quatrième point, le plus dramatique, le génocide rwandais qui n'aura pas été compris à chaud par les Français et qui vont se retrouver à dire tout et le contraire, aggravé par un phénomène d'alternance. Donc, en guise de conclusion, on peut dire que la France-Afrique, c'est le négatif de la recherche sur la politique africaine de la France, mais c'est en revanche un très beau sésame médiatique, sésame dans lequel l'affaire des diamants serait, sans faire de mauvais jeu de mots, la pointe du diamant, naturellement. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on essaie juste de voir un syndrome Foccart, c'est-à-dire la conviction qu'il existe une politique unifiée, déterministe de la France en Afrique, et on s'aperçoit en fait que c'est beaucoup moins net. Foccart est contre l'érection de l'Empire centrafricain en 1977, et à ce titre également contre l'opération Caban, parce qu'il dit que ça va donner un mauvais signal à nos partenaires africains qui vont comprendre que le balancier se dérégule, on ne peut pas en une nuit faire un roi et le défaire en une autre. Ou encore l'opération Crevette. Foccart est extrêmement... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'opération Crevette, pardon, c'est le nom moins noble de l'opération au Bénin. Les mercenaires, naturellement, ne veulent pas du nom Crevette, ils appellent ça Kashkazi. Enfin, ils appelleront après de leurs opérations Kashkazi. Mais dans les faits, ça s'appelle l'opération Crevette, c'est pas très noble pour une opération en plus qui rate. Et Foccart est totalement contre en disant on peut employer Denard, mais dans des cas très précis, surtout il ne faut pas laisser de traces. C'est-à-dire l'inverse de ce qui s'est passé. Donc, les diamants, dans ce dossier franco-africain que j'ai essayé de brosser à grands traits avec vous, d'utiliser comme un chat, eh bien, ils sont au fond uniques
parce qu'ils sont devenus, à tort ou à raison, mais même à tort et à raison, le symbole des relations interpersonnelles. Le symbole de la première compromission pour conclusion d'un président français en Afrique, au fond et en un mot, le symbole d'un délit d'initié géopolitique en Afrique postcoloniale. Je vous remercie.